va commencer par vous parler de la personnalisation de masse. Donc on a 4 intervenants, en fait on a 3 sociétés représentées qui vont vous présenter des expériences, des études de cas essentiellement totalement différentes. Je vais commencer par introduire Sylvain Westerlob de Chili Publish qui va nous dresser un petit peu une vision générale de la personnalisation de masse et de la gestion de la donnée variable qui est assez essentielle en matière de personnalisation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer rapidement par présenter un petit peu la solution. Chili Publish, en fait, c'est avant tout une société qui est basée en Belgique, qui a aussi un bureau à New York, qui a un fort passé dans tout ce qui est développement web et développement au niveau des automatisations graphiques. Elle est aujourd'hui profitable avec une croissance de plus de 30%. On a aussi un panel de clients sur différents types de marchés, que ce soit aussi bien les imprimés commerciaux, les emballages, l'APLV, qui nous concerne, je dirais, pour ce cas de figure-là, les grands formats, etc. On a différents types de profils de clients. Ça va être aussi bien des imprimeurs que des développeurs, que des studios aussi, tout ce qui est studio pré-presse, pré-média, de l'annonceur. Et on a aussi, en termes de stratégie de vente, aussi des partenariats avec des intégrateurs. Je ne vais pas citer toutes les marques aujourd'hui, puisque je pense qu'il y en a trop, mais bon voilà, il y en a quelques-uns qui sont assez connus sur le marché, comme DSco. On va parler aussi de Agfa aussi, par exemple, qui intègre notre solution. Rapidement, voici une petite vision en fait, du panel de nos clients à travers le monde. Donc on peut voir aussi ici qu'on est quand même bien implanté aussi sur le marché français, puisque la société est belge, mais avec une culture aussi assez francophone, mais aussi sur le marché américain, principalement. Je dirais que c'est les 2 grands acteurs aujourd'hui qui utilisent beaucoup notre solution. Mais on va être aussi présent sur d'autres pays, bien sûr toute la partie européenne, mais aussi sur la partie asiatique, Océanie aussi, comme la Malaisie, l'Australie, et j'en passe et des meilleurs. On fonctionne avec un réseau de distribution, donc pour chacun des pays, on va travailler avec des distributeurs différents, aussi bien pour l'Amérique que pour l'Europe et pour la France. Ici, on a un distributeur sur notre stand qui est SSNC. Voilà, ça c'était pour la petite introduction pour la partie produit. Maintenant, je vais vous parler un peu plus, pour la partie société. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la partie produit. Et donc, sur la partie produit, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Chili Publish, c'est un éditeur de documents en ligne, qui est à la fois aussi très puissant et très flexible. Il va venir s'intégrer dans un workflow de publication qui soit aussi bien interne et externe, ou externe. Et il va être destiné à des utilisateurs aussi bien professionnels que non professionnels. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur PAO, je vais retrouver tout mon environnement PAO pour faire la personnalisation de mon document. Mais un utilisateur lambda, je dirais un demandeur d'ordre ou autre, va aussi être capable de pouvoir utiliser notre solution pour pouvoir personnaliser un document en ligne de manière très facile et très simple. Ici, c'est un petit schéma en fait, qui symbolise où se positionne la solution de Chili dans ce que j'appelle un écosystème. Donc là, on va vraiment travailler sur toute la partie amont. Et donc, sur la partie amont, on va avoir différents types de solutions, que ce soit un gestionnaire d'utilisateurs, que ce soit des solutions PIM pour tout ce qui est gestion de produits, des solutions DAM, un CRM, un catalogue de produits. Bref, différents types de solutions vont venir se plugger en fait, sur notre solution pour pouvoir alimenter des documents. Et c'est au cœur, c'est bien ici, sur la partie centrale, que notre solution va venir se positionner pour ensuite venir exporter les documents, soit en format PDF, peu importe, pour imprimeurs et autres, ou alors venir se connecter sur un outil d'e-commerce pour déclencher une commande en ligne, ou alors après venir se plugger aussi depuis un mobile ou encore une tablette pour visualiser les documents. Alors, très rapidement, on travaille avec un système d'espace de travail. En fait, ces systèmes d'espace de travail permettent de définir l'interface que l'utilisateur final pourra accéder. Et c'est à partir de là où je dirais on va pouvoir définir si mon utilisateur final va être plutôt de type professionnel ou alors plutôt de type non professionnel. Sur ces documents, on va venir ajouter aussi des contraintes. Ces contraintes vont nous permettre de définir quelles sont les zones qui peuvent être personnalisées, qui peuvent être customisées, ou alors des zones qui vont être limitées, qui vont être verrouillées, de manière à ce qu'on ne puisse pas modifier par exemple une charte d'un document. Je veux par exemple dans un packaging simplement personnaliser un nom et un prénom. Je vais verrouiller toutes les autres parties de mon packaging, hormis la zone où je vais pouvoir personnaliser mon nom et mon prénom.
C'est ce qu'on appelle les contraintes. Ensuite, on va rajouter aussi des intelligences, une couche d'intelligence sur le document qui va me permettre de rajouter ce qu'on appelle des variables. Des variables, ça va être la connexion vers un DAM pour aller récupérer de la donnée image, la connexion vers un PIM pour aller récupérer de la donnée produit si je dois personnaliser mon produit. Après, je vais pouvoir ajouter différents types d'actions, c'est-à-dire des scripting et autres. Et ensuite, ce produit va venir se connecter sur tout cet écosystème par le biais d'un système d'API. Donc c'est une architecture très ouverte qui permet à travers ces API de venir s'intégrer dans différents outils, que ce soit des PIM, des DAM, enfin bref, ce que j'appelle un écosystème. Alors, maintenant je vais reparler un peu plus de la partie personnalisation dans le monde du packaging. Et en fait, la vision qu'on a, je dirais par le retour d'expérience de nos clients, puisqu'en fait on a énormément de clients aussi qui travaillent dans le monde du packaging aujourd'hui, cette vision c'est plutôt divisée en 5 axes. On va parler plutôt d'un premier axe qui est de la standardisation. Ensuite, un autre axe qui va parler plutôt de localisation. Un autre axe qui va être par type d'offre. Et un autre axe qui va être aussi par customisation. Et enfin, par personnalisation. Alors vous allez me dire, pour vous, c'est peut-être la même chose. Mais moi, j'aimerais vraiment vous montrer la vision qu'on a après expérience, je dirais, par rapport à nos clients. C'est-à-dire qu'on a différents process de réalisation. Et en fonction du type de personnalisation, je dirais que ces process de réalisation peuvent être vraiment très différents. Si je commence par parler par la partie standardisation, l'idée c'est plutôt de gérer un contenu dans une ligne de production qui va être standardisée, mais avec différents types de contenus personnalisés par produit. Plus souvent, on va utiliser de la donnée d'un PIM pour venir ici personnaliser un produit. Si je regarde ici, par exemple, ces packaging, on va travailler dans le monde de la peinture, donc ça fait partie d'un de nos clients. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils vont faire dans leur ligne de production, c'est quelque chose de très standard. Ils ont une étiquette qui est déjà designée, dans laquelle ils vont avoir ces formes un peu avec des lignes, etc., avec dessus une référence et des couleurs différentes. Et en fait, la personnalisation dans cet exemple-là, c'est plutôt de dire, sur le même type d'emballage, je vais utiliser une solution comme Chili pour venir, à partir de l'information produit, personnaliser mon document. Et donc la personnalisation, dans ce cas-là, c'est plutôt la référence et la couleur de mon packaging qui va varier en fonction du type de produit. C'est des gammes de produits qui vont varier. Si je regarde ici un autre type de produit, c'est ici de la soupe. On va être sur le même design de packaging, mais on va retrouver encore une fois, visuellement, la même présentation, mais des contenus différents. Au niveau consommateur, je vais avoir une soupe qui est aussi bien au poulet qu'à l'oignon, etc. Et c'est encore une fois, c'est l'information qui va provenir du PIM qui va me permettre en fait de faire la liaison avec notre solution pour venir personnaliser le packaging en fonction de la gamme de produits. Ensuite, je vais parler ici d'une personnalisation par localisation. En fait, ici, ça va être plutôt dans une ligne de production assez standard, différents types de contenus qui vont être personnalisés par produit. Si je regarde ici cet exemple, chose qu'on connaît tous ici en France, la marque d'emballage, que je ne dis pas de bêtises, ça doit être chez nous, c'est Miko. Et bien en fait, cette marque va être différente en fonction du pays auquel je vais me rattacher. Encore une fois, ici on est sur un autre type de personnalisation qui est plus ce que j'appelle de la personnalisation par localisation. Donc ici, en fonction des différents pays dans lesquels je vais me trouver, je vais avoir des SKU, des références produits qui vont être différentes. Je vais avoir des législations aussi qui vont changer en fonction du type de pays, en fonction du pays dans lequel je vais me trouver. Et bien sûr, je vais avoir la traduction des informations qui va être elle aussi différente. Ensuite, une autre offre aussi de type de personnalisation, c'est par type d'offre. C'est-à-dire que lorsque je vais par exemple lancer une édition spéciale, un événement spécial, une campagne qui va être ciblée, une édition spéciale de Noël, une édition spéciale pour la Ligue de football Intel, et bien dans ce cas-là, en fait, on va aussi faire de la personnalisation de mon document. Si je regarde ici, ce qu'on a fait ici avec Nestlé et Lanvin, pour les fêtes de Noël, en fait, on proposait, par le biais de notre solution, de personnaliser un fourreau d'une boîte de chocolat avec un petit message que je souhaite adresser à ma grand-mère, avec la photo de mes petits-enfants, qui va venir s'intégrer sur le fourreau. Et lorsque je vais offrir ce cadeau, cette boîte de chocolat, j'aurai vraiment le fourreau qui sera personnalisé par rapport à l'événement, qui est l'événement de type Noël. Et, événement très connu dans le monde entier, et ça je pense qu'après il y en aura d'autres aussi qui vont le réévoquer. C'est typiquement l'exemple de Coca-Cola, la campagne qu'a fait Coca-Cola avec la personnalisation au niveau des prénoms sur la bouteille.
Donc là, en fait, ils avaient lancé une campagne typiquement liée à leur bouteille de Coca-Cola où j'avais un prénom personnalisé. Donc encore une fois, on est dans un type de personnalisation très spécifique. Et donc ça, derrière, ça va engendrer aussi une augmentation des ventes puisque typiquement, moi qui m'appelle Sylvain, dès que je vais voir ma bouteille Coca-Cola Sylvain, je vais vouloir acheter la bouteille de Coca-Cola Sylvain. Normal. Enfin, la quatrième vision qu'on a sur la partie personnalisation, c'est ce qu'on appelle la customisation. Et donc là, c'est plutôt l'adaptation d'un matériel qui va être fabriqué en série aux exigences particulières d'un usager. C'est-à-dire que nous, on va proposer notre solution à, dans cet exemple-là, de Budels, qui eux, en fait, font tout ce qui est personnalisation de packaging pour des marques par pays. Donc là, typiquement, dans cette ligne de production, c'est le même packaging, mais la simple différence, c'est la customisation au niveau de l'adresse et la société qui va distribuer ce packaging-là. Dans cet exemple-là, en fait, on a un packaging de bouteille de whisky qui est My Air, c'est la marque, je dirais, de la bouteille, du whisky. Mais par contre, le distributeur, ça va être mon distributeur Tartampion qui va venir distribuer ça pour la France. Par contre, pour la Belgique, j'aurai un autre distributeur qui sera encore une fois un autre type de customisation sur le packaging. Enfin, le dernier mode de personnalisation, je dirais, dans la vision qu'on a à travers le panel de nos clients, c'est ici la personnalisation, je dirais, un peu plus standard. C'est-à-dire qu'ici, typiquement, Raja, qui est un de nos clients aussi, qui permet à leurs clients de faire de la personnalisation de sacs ou encore de rubans adhésifs, propose sur une ligne de confection qui est standard, c'est-à-dire qu'on va toujours retrouver les mêmes standards de sacs, les sacs craft, les sacs luxe, les sacs de réutilisation, les sacs plastiques. Mais par contre, dessus, grâce à un outil comme Chili, on va proposer différents types de contenus qui vont être personnalisés par type de commerçant. Je suis le restaurant de sushi, Sushi Shop. Je vais pouvoir personnaliser sur la plateforme de Raja mon sac Sushi Shop. Et demain, je vais être Itsushi. Je vais pouvoir aussi aller sur la plateforme Raja pour faire la personnalisation de mon sac Itsushi. Et dans le même principe, je vais faire la même chose pour le ruban adhésif. Voilà, ça c'est, je dirais, le retour d'expérience qu'on a au sein de Chili Publish par le biais, je dirais, du panel de nos clients qui utilisent en fait notre solution pour faire de la personnalisation. C'est vraiment une vision très en amont. Et je pense que là, maintenant, je vais laisser la parole au monsieur de chez HP qui, lui, aura une vision un peu plus en aval de cette partie personnalisation, sur toute la partie, maintenant, fabrication. Donc, Patrice Bernoux de chez HP. Vous avez les... C'est bon? C'est bon. Ouais. Juste mettre en grand format. Je sais pas ce qu'on attend. Juste mettre en grand format. Alerte virus. Voilà, ça serait bien. C'est les spams. Voilà, juste un peu de calage logistique. Mode plein écran, on va y arriver. Bien, en attendant, je vais me présenter 2 minutes. Bonjour, Patrice Bernoux d'HP. Donc, je m'occupe du développement du business autour des presses numériques d'HP, c'est-à-dire justement de travailler beaucoup en amont avec ces marques pour leur montrer l'étendue des possibilités, puisqu'en réalité, par rapport à la présentation qui vient d'être faite, on est tout à fait en complément très direct, puisque la conclusion assez logique de ce qui vient de vous être montré avec les différents aspects de personnalisation, etc., on retrouvera sous une autre forme dans ma présentation, enchaîne derrière des quantités de production qui ne sont plus du tout des quantités de production qui sont compatibles avec ce que savent faire les technologies conventionnelles, que l'on soit dans l'emballage en offset ou que l'on soit dans du flexible en flexo ou des choses de ce genre. Donc ça veut dire qu'effectivement 2 projets qui ont été mentionnés, que sont ceux de Coca-Cola et celui de Lanvin Nestlé, ont été faits avec des presses numériques HP. Voilà, donc vous voyez, ça se rejoint. Donc justement, le but est de montrer à
des marques aujourd'hui, globalement, comment on peut aujourd'hui répondre grâce à cela. Alors, si on regarde, je vais passer très vite là-dessus, mais les membres typiques des marques, je ne vais pas tout détailler, mais d'un côté, bon, elles veulent accroître leurs ventes, c'est à peu près logique, apporter de la valeur ajoutée. Elles veulent en même temps réduire les coûts, c'est normal. Et puis en même temps, il y a quand même un souci d'environnement aussi, parce que c'est aussi une priorité. On a la COP21 qui vient de se dérouler et qui nous montre bien ça. Or, aujourd'hui, beaucoup de marques ont un challenge énorme, c'est que la visibilité du produit est noyée dans le rayon, parce que le produit est noyé parmi beaucoup. C'est à peu près la vision qu'a un consommateur au bout de 5 minutes dans les allées d'un supermarché. Et en plus, la taille du rayon ne va pas en s'agrandissant, elle va plutôt en se réduisant, ce qui veut dire qu'on réduit l'exposition progressivement du produit dans le rayon. Donc ça, c'est quand même des challenges assez importants. Donc on a des déclinaisons produits en termes de référence qui se font depuis 10 ans à peu près. Là où il y avait un produit il y a 10 ans dans une marque, il y en a maintenant 10, 20. On a pris un exemple ici avec la marque Oreo, pourquoi pas, par exemple. Donc ce que font aujourd'hui les marques, c'est qu'évidemment elles cherchent à multiplier les actes de communication diverses et variés pour attirer l'attention du consommateur. Ça paraît relativement logique. Et elle se pose pas mal de questions parce qu'évidemment, depuis maintenant 5, 6 ans, 10 ans, il y a un phénomène nouveau qui est arrivé qui sont les réseaux sociaux, l'Internet, avec tout le monde qui a son smartphone et qui navigue là-dessus. Donc comment faire le lien entre tout ça et intégrer tout ça avec ma communication, c'est aussi une grosse question qu'elle se pose. Alors finalement, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui se sont dit finalement c'est quand même le produit qui compte. Pourquoi ? Parce qu'on peut lire ce visuel de deux manières. Soit j'ai fait une campagne très active pour vous porter à votre connaissance qu'une pomme rouge existait et quand vous arrivez dans le magasin, vous l'identifiez immédiatement et vous la trouvez rapidement, donc vous l'achetez. Soit à l'inverse, vous rentrez dans le magasin sans savoir que la pomme rouge existe et là vous vous dites tiens, mais il n'y a pas que des pommes vertes, il y a aussi des pommes rouges et vous êtes tenté de l'acheter. Donc on peut travailler sur les deux aspects à ce niveau-là vis-à-vis de cette réflexion. Et on s'aperçoit en fait que l'emballage devient justement une pierre, une pierre angulaire du mix et du marketing mix grâce à ça. Et on va voir à travers un certain nombre d'exemples où on va se retrouver par rapport à la segmentation que vous présentiez tout à l'heure. Alors l'impression numérique dans ce cadre-là présente un rôle relativement sympathique et avantageux. Pourquoi ? Parce que d'une part, on vient d'évoquer des courts tirages, c'est ce que l'impression numérique sait faire très rapidement. En plus, elle sait le faire dans des délais très rapides parce qu'on n'a pas les temps de calage, etc. Et ça permet en plus d'avoir de la fabrication à la demande. Quand on fait des opérations promotionnelles pour Noël, il vaut mieux être à temps sur les étagères parce que le 1er janvier, c'est terminé, les clients n'achètent plus. Mais on va rajouter ce que sait faire l'impression numérique et que ne sait pas faire l'impression conventionnelle, que sont évidemment tout ce qui est éléments variables, personnalisation, numérotation, réalité augmentée, etc. Ce qui fait qu'en combinant les deux, on va évidemment dans le chapitre des ventes et des promotions extrêmement rapidement, et ce qui est assez intéressant quand on a vu. Donc le packaging peut varier de différentes manières et est en train de varier de différentes manières, puisqu'on peut avoir des thématiques qui vont cibler des groupes. C'est ce qu'avait fait Coca-Cola en Europe à l'occasion d'une coupe d'Europe de foot, par exemple. Vous avez les 11 joueurs d'une équipe, donc là vous êtes tenté d'acheter l'équipe complète, c'est les fameux collectors, les panini, etc. si on reste dans le foot. Ça peut être carrément un produit avec un emballage unique, j'y reviendrai tout à l'heure, ou un produit qu'on individualise ou qu'on personnalise à la demande. C'est ce que fait par exemple Heineken aujourd'hui, où vous pouvez aller sur le site d'Heineken, pas en France mais dans d'autres pays d'Europe, pour commander votre pack de bière avec le visuel de votre choix et le design de votre choix. Donc vous voyez qu'ici on commence à avoir des typologies qui commencent à se désigner. Et en fait, créer sa différence en ajoutant de la valeur ajoutée, ça signifie en gros choisir différents points. On rejoint les notions de sponsoring, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était pas voilà, c'est-à-dire qu'on a les événements, les causes, les Jeux Olympiques, les sponsoring, des tournois de sport, etc. On a du B2B, du co-branding, des opérations nationales, géographiques, etc. Du saisonnier, du festif, et puis on intervient aussi dans l'élément de la vie de tous les jours du consommateur. Donc voilà un peu la déclinaison à l'envie qu'on peut avoir. Alors on va pas revenir sur Coca-Cola, je pense que tout le monde la connaît, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est l'étape d'après. Nous par exemple, puisque Coca-Cola nous a demandé effectivement de dire, pour un marché, puisque l'Indigo est en Israël, l'usine d'origine, pourquoi on ne pourrait pas en fait tout simplement avoir et concevoir des designs uniques cette fois. Donc là, ils nous ont demandé de travailler sur le sujet. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un logiciel qui permet de pouvoir créer du design unique. Donc on a fait 1 million de bouteilles avec un design unique à ce niveau-là. Et ces bouteilles, comme elles sont uniques, elles ont un numéro juste à la base. Et avec ce numéro, là je pense que je vais essayer de voir, non, elle n'a pas l'air de se déclencher, donc c'est pas grave. Vous ramenez le client sur un site internet où vous pouvez évidemment commander votre t-shirt avec le visuel en question et votre coque de téléphone préférée. Donc là, on voit une campagne de marketing complètement intégrée.
mais avec un succès commercial derrière qui est évidemment énorme, puisqu'ils ont fait aussi de l'affichage complètement personnalisé pour illustrer les designs. Donc vous aviez à Jérusalem, à Tel Aviv, les panneaux d'affichage avec l'affichage également qui était fait sur nos produits en numérique avec la déclinaison des mêmes visuels. Donc on s'aperçoit que l'emballage, si on fait la décomposition du mix produit pour n'importe quel client, une bouteille de coca, un parfum, etc., la partie qui est liée à l'emballage et à l'impression sur l'emballage ou l'impression de l'étiquette de l'emballage, c'est très faible dans la décomposition de prix. Donc on voit qu'on a un levier très puissant sur lequel on peut agir à ce niveau-là. Donc le logiciel en question, qu'est-ce que c'est que Mosaic? C'est un logiciel effectivement qui nous permet de triturer des graphiques pour en sortir plusieurs milliers. Et on a aujourd'hui par exemple des applications, c'est une marque de Scotch qui là a repris le thème des clans écossais avec les différents motifs. Mais vous avez maintenant l'emballage qui arrive aujourd'hui unique également dans d'autres secteurs. Ça, c'est les premières opérations qui ont été lancées l'année dernière, donc sur des mouchoirs, sur tout un tas de choses. Vous en avez des exemples ici avec de la personnalisation qu'on fait là sur nos passes, pas le Syndigo, mais sur nos presses Cytex, les presses grand format, hein, qui permettent de faire ce genre de choses. Vous avez aussi d'autres opérations beaucoup plus simples. À savoir, vous avez Nutella qui a tout simplement rajouté une PLV en magasin avec des étiquettes de prénoms. Donc là, vous ne touchez pas, et surtout pas aux produits génériques et à la logistique de supply chain. Les gens de la supply chain sont contents. Vous rajoutez une petite PLV et vous permettez à ce moment-là au gamin de personnaliser son pot de Nutella préféré. Là aussi, autre exemple, c'est Bud aux États-Unis, dans le cadre d'un sponsoring sur un festival de musique cet été, qui a créé toute une série cette fois de canettes avec un design unique, là encore. Et ça évidemment, ça contribue bien entendu à la notoriété de l'entreprise. On a un autre exemple, c'est les boîtes de café en Allemagne chez Metro, avec des boîtes de café, et pareil, avec un design unique. Donc vous voyez que tout ça, ça commence à prendre de l'ampleur, mine de rien. Et en fait, c'est là qu'on se rejoint. Hein. Donc l'avis du client, B2B, saisonnalisé. Et il y a un certain nombre de marques comme ça qui commencent à profiter de tout ça. Vous avez aussi des choses intéressantes dans l'étiquette. Là, on n'a pas l'animation, donc je vous dévoile tout de suite. Mais en fait, c'est un jeu de 3 étiquettes qui vont ensemble. Chaque bouteille a son propre design. Vous pouvez préférer l'un ou l'autre. Mais là, c'est la bataille du rayon qui est en jeu parce qu'évidemment, vous avez un visuel global qui a plus d'attraction une fois que vous avez positionné le produit en rayon. Là, le vigneron, le vin, il a augmenté ses ventes de 5% parce que la visibilité a été meilleure, tout simplement. Alors, vous avez aussi d'autres choses qui sont assez intéressantes, qui est, par exemple, autour d'une bouteille, de mettre des petits adhésifs, hein, parce qu'une bouteille, une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a bu, elle n'a plus de vie. Bon, là, on lui donne une seconde vie en l'habillant avec, effectivement, bon, il y a des gens qui ont décliné les visages, la notion de collection, il y en a qui ont décliné aussi le fait de mettre quelque chose qui indique à quel niveau on est dans la consommation. Vous voyez, on est dans tout un tas d'idées là-dessus intéressants. La conclusion de ça, c'est que les technologies numériques au sens large permettent à une marque d'engager la conversation avec les clients. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que moins d'exposition en rayon permet d'être compensé par une exposition digitale qui est beaucoup plus forte grâce au smartphone que tous les clients possèdent à ce niveau-là. Donc Internet, j'en ai parlé tout à l'heure sur Heineken. Là, c'est pareil. Là, par contre, vous avez besoin de créer une supply chain parallèle. C'est-à-dire qu'il faut un canal d'approvisionnement différent, mais le prix est calculé en conséquence à ce niveau-là. Alors, on en a peu parlé là, mais il y a aussi après tout ce qui vient accompagnant tout ça, qui est l'enrichissement du produit en utilisant aussi les QR codes. C'est le cas de ce que vous avez sur la boîte qui est ici. Là, vous avez des QR codes qui peuvent être uniques et qui vont ramener à ce moment-là le consommateur vers un URL ou autre où on va vous leur donner une information complémentaire. Mais vous avez aussi tout ce qui est également, par exemple, ça c'est intéressant, c'est des nouveaux appels à nouveaux lancements. Donc là, c'est aux États-Unis, là, c'est quel est le prochain parfum pour mes chips. Donc là, on lance un concours. Et puis les gagnants gagnent le vrai package à essayer. Et ensuite, au définitif, vous avez le vrai parfum qui sortira. Là, pour la marque, c'est génial. Vous associez directement le consommateur à la conception de votre nouveau produit. Et en plus, vous êtes sûr qu'il va marcher puisque c'est les consommateurs qui ont élu le parfum qui va bien. Donc là, c'est absolument génial. On a un autre exemple également en France cette fois. C'est des purées pour bébés qui sont vendues par Internet. Où là, le parfum a été effectivement fait avec un dialogue par Facebook, par la marque, pour savoir, etc. Et on lance un nouveau parfum. Ils n'auraient jamais pensé que l'aubergine allait être plébiscitée par les bébés. Et là, ils lancent un nouveau produit à coup sûr. Donc là, on est, vous voyez, dans l'emballage souple, hein, qui est fait également sur des presses Indigo. Donc enrichir l'expérience client devient à ce moment-là quelque chose de très important. On peut le faire de différentes manières. La réalité augmentée, on peut le faire avec des QR codes. On peut le faire de différentes manières. Il y a aussi des codages graphiques. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de toucher l'emballage. Il suffit d'envoyer le PDF à une autre structure qui va la coder.
pour créer des liens, pour ramener le consommateur là où vous voulez, sur une vidéo, sur une explication, sur des choses de ce genre. Donc voilà, pour conclure et terminer, un dernier exemple parce qu'il est tout frais. Là, vous avez un exemple effectivement qu'on avait nous décliné pour des portes ouvertes avec des personnalisations et il y avait comme réalisation un petit origami, hein, un petit pliage. Et bien cette idée, elle a été reprise par une grande marque de chocolat en Israël qui vient de sortir justement des boîtes, enfin pas des boîtes, des paquets de chocolat, des barres de chocolat, dont la boîte, quand vous l'utilisez, le carton, pardon, je m'exprime mal, l'enveloppe de chocolat est un design unique et vous permet de faire la vache, parce que c'est comme la vache Milka, ils ont aussi une vache comme symbole, qui permet de faire la vache en origami, donc avec un pliage original. Donc là aussi, on a une seconde vie qui est donnée à l'emballage par le biais de cette personnalisation, mass martialisation. Qu'est-ce qu'on peut dire comme terme, hein, ça regroupe beaucoup de choses, mais voilà la complémentarité. Vous agissez plus en amont et nous, on vient justement fournir nos outils de production qui permettent de réaliser à ces marques les idées dont vous faites la promotion derrière. Donc là, vous aurez des exemples sur le stand d'HP. N'hésitez pas à venir nous voir. On a plusieurs plateformes, les plateformes Indigo pour le petit format, les plateformes Sitex pour le grand format, qui nous permettent sur les différents supports. Et là, c'est la nouveauté, puisqu'avant ça, on le faisait que dans l'étiquette. Mais là, on apprend justement de ce qui s'est passé depuis 10 ans dans l'étiquette, puisque le numérique maintenant est disponible aussi dans l'emballage souple et dans l'emballage cartonné, que ce soit carton ondulé ou que ce soit carton plat traditionnel. Et là, il y a de nouvelles solutions permettant à toutes les marques de le faire. Donc voilà. Merci. Ben, je crois que maintenant Julie va faire peut-être non, ou sinon je vais faire la passation. Là, voilà, parce que là on va changer, on va être dans l'univers du textile, si j'ai bien compris. Designer. Voilà. Bonjour. Donc nous en fait on est côté designer. On a vu effectivement quelques exemples là de notamment sur les bouteilles de coca qu'on vient de voir. Donc nous, on interviendrait dans la création des motifs générés qui permettent effectivement d'avoir une génération de motifs différents pour pouvoir les imprimer, les tisser, les mettre sur des supports variés. Donc pour savoir un petit peu qui on est, en fait on est designer, je suis designer textile et les designers numériques, Olivier. Et on a uni nos compétences, moi en textile, en motif, en couleur, et lui en numérique, en programmation, pour pouvoir proposer à nos clients des solutions permettant de créer des motifs générés. Donc on va vous présenter. Donc en fait, on crée, pour réaliser un motif, un dessin, on n'utilise pas le crayon, mais le programme informatique. Donc en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est la même chose, vu d'une manière différente. Donc on va pouvoir créer des variables, on va pouvoir créer des différentes variables qui vont pouvoir modifier les couleurs, modifier le motif. Tout un tas de paramètres qui va pouvoir, on va pouvoir, à partir d'une même matrice, pouvoir générer 1000, 1 million, à l'infini de motifs à partir d'une même matrice. Je reprends comme exemple vos bouteilles, voilà, exactement, votre bouteille de coca, voilà, c'est une espèce de matrice. Donc voilà. Donc tout l'enjeu pour créer ce genre de motif, c'est qu'à chaque fois qu'un motif est généré, il faut qu'il fonctionne. Donc c'est toute la particularité de ces dessins. Donc on va vous montrer un petit peu comment on travaille. Donc ça c'est un motif qu'on a généré. Donc le numérique nous permet aussi de créer des motifs qui peuvent se mapper, se personnaliser sur tout support. Donc là, on a travaillé dans un hôtel où on a refait tous les murs à partir d'un motif très simple, un petit bâton, et on a programmé des variables qui permettent de gérer un mouvement du vent, de gérer un poids pour chaque petit trait qui va pouvoir mapper de manière très harmonieuse sur n'importe quelle surface. Donc tout va être très naturel. Donc le numérique va pouvoir nous... En fait, oui, ici on a mappé l'ensemble d'une chambre d'hôtel avec donc on voit les montants de fenêtres, les montants de portes, les prises, l'emplacement du lit. Et par ce code en fait qu'on a généré, on a donc appliqué, comme le disait Delphine,
différentes choses, donc par exemple une apesanteur et du vent. Et donc l'élément motif venait se mapper entièrement sur la salle. Et ça, on aurait pu le répéter sur chaque chambre de l'hôtel et le motif aurait été totalement différent sur chaque chambre de l'hôtel et pourtant impeccablement positionné dans l'environnement. Voilà, donc là typiquement on voit les petits traits descendre. Donc on voit qu'ils se mappent. Donc on pourrait l'imaginer sur n'importe quel support, n'importe quelle surface. Ça c'est pas dramatique. Ça c'est pas dramatique. Voilà, donc là le résultat final. Ça c'est pas dramatique. Oui. Non, mais qui est donc nous notre cœur de métier c'est que on fait du tissage. Donc on est un peu hors impression, mais l'idée c'est en fait on essaye de lier l'artisanat à l'industrie. Donc on a essayé de trouver des techniques artisanales donc qui permettent de faire de personnaliser, que chaque objet soit unique, mais de l'intégrer à une solution industrielle de tissage jacquard. Donc. On reviendra sur le tissage plus tard parce que c'est intéressant. Là, on a vu beaucoup d'impressions, mais c'est aussi possible dans le tissage et ça, c'est, je pense, vraiment innovant et vraiment intéressant. Là, dans un premier projet, donc c'est effectivement un motif comme on peut voir apposé sur les bouteilles de Coca-Cola ici. Là, c'était une pochette d'album pour un artiste musicien français qui travaillait autour de son album s'appelle Pierre Grande, donc autour des manèges et des foires. Et donc, on a réalisé en fait un motif génératif qui prenait en compte chaque piste de l'album et qui composait en fait des pochettes purement uniques. Donc on ne pouvait absolument pas retrouver une seule fois la même pochette. Donc voilà les dessins qui étaient générés donc, à partir de la musique. Donc il y avait la face et le dos de la pochette. Donc on a généré, là pour l'occasion, c'était en vente chez Colette à Paris et on en a généré 300 pour une première édition, une édition spéciale. Mais on aurait pu évidemment en générer 1000, 2000, 100 000. Donc voilà, ça c'est la planche qu'on a imprimée et ensuite qu'on a envoyée chez le confectionneur. À partir de ce projet-là, on a également fait, je ne sais pas si on a les images là, un logiciel en ligne qui permettait à chaque client de pouvoir créer son propre manège. Donc, et on le verra sur le workshop à 14h là-bas si vous voulez venir. Donc voilà, qui permettait à chacun de pouvoir créer avec des paramètres, des variables de couleur et de motifs, son propre manège et de pouvoir l'imprimer, donc avoir sa pochette réalisée soi-même. Donc en fait, cette technique-là de génération de motifs, on voulait... donc ça fonctionne très bien en impression, on l'a vu avec ces messieurs, et on voulait aller un peu plus loin, enfin proposer des motifs jacquard dans cette idée-là. Donc on a réalisé une première collection en tissé jacquard où chaque pièce est unique. Donc en fait le principe c'est que nous ou nos clients ont une envie de motif particulière. On l'a créé par le code, comme on a vu tout à l'heure, et on génère directement le carton qui est envoyé à l'usine. Donc l'usine ne modifie en rien son procédé de production et permet de générer un nombre infini de produits. Donc là, en l'occurrence, c'était des serviettes. Donc un nombre infini de serviettes uniques, numérotées, avec un motif différent. Voilà, donc ça au-delà de la personnalisation de motifs, ça permet aussi de pouvoir faire peut-être des tests produits sur une quantité un peu plus petite. Donc c'est vrai que la plupart de nos clients sont des marques qui démarrent ou qui veulent essayer de proposer des petites collections capsules, notamment à Maison et Objets ou ce genre de choses, pour voir comment ça peut fonctionner. Donc on peut aussi imaginer... on travaille aussi avec des architectes qui veulent des métrages de tissu où le motif change sur toute la surface du tissu. Donc voilà, on peut proposer pas mal de choses. Oui, donc là on a les serviettes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même avant. Parce que je peux vous les présenter. Donc l'intérêt ici, c'est que ça permet de faire des
des productions agiles, c'est-à-dire de pouvoir gérer son stock, de pouvoir faire des tests, de pouvoir, un peu dans la même logique que monsieur, on y revient. Voilà, je sais pas. Donc voilà, là on vous a présenté un peu ce qu'on fait en fait, en tant que là c'est des produits aussi qu'on auto-édite. Après on pourra voir donc effectivement à 14 h sur le stand workshop qui est un peu plus loin là-bas, comment on procède concrètement en fait. On va vous montrer vraiment comment on crée le code, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut travailler avec des industriels. Voilà, je crois que c'est bon. Merci à tout le monde. Vous avez des questions? Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou pour... Bon, bah, je vous remercie alors.